Le corps d'une femme est retrouvé sans vie, flottant dans une rivière. L'identité de cette femme est longtemps restée un mystère. Et quand on sera révélé son histoire, comment ne pas penser à ces autres qui sont tout comme elle, nés au mauvais endroit ou dans la mauvaise famille, ceux pour qui les dés sont pipés dès la naissance, ceux à qui on dit quand on veut, on peut, sauf que parfois on veut, mais on ne peut pas. On n'y arrive tout simplement pas, tant la vie peut se montrer cruelle. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Jane Manhattan Doe. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Direction Manhattan, aux États-Unis. Le 6 mai 2000, le corps entièrement habillé et gravement décomposé d'une jeune femme est retrouvé flottant dans l'East River, vers la 60e rue, ce qui la situerait à côté ou pratiquement sous le pont Queensboro que voici. À cause de l'état du corps, le médecin n'a pas pu déterminer les causes de la mort. Il a néanmoins pu estimer qu'elle est morte depuis 6 mois à 1 an avant sa découverte. Elle portait un t-shirt beige à bordure rouge avec un dessin de moufette sur le devant et avec le nom d'un groupe écrit au dos, Perfect Thyroïde. Elle portait également une brassière de sport bleu foncé de la marque Champion, un boxeur bleu à motif cachemire, un pantalon cargo de marque Olive UFO, ainsi que des chaussettes blanches. À ce stade, les enquêteurs n'ont aucune idée de qui elle peut bien être. En faisant des recoupements avec les personnes signalées disparues, aucune correspondance n'a pu être faite. Les enquêteurs, en plus de découvrir ce qui lui est arrivé, doivent donc découvrir qui elle est. Et son corps et ses vêtements sont les seuls indices. En attendant, il lui sera attribué le nom de Jane Manhattan Doe. Alors, qu'est-ce que peuvent nous indiquer ces vêtements ? Ma foi, pas grand-chose. J'ai fait des recherches quant au groupe en question, Perfect Thyroïde. C'est un groupe de rock originaire de la vallée de l'Hudson. Peut-être donc que notre inconnue a habité là-bas ou qu'elle en est originaire, mais bon, c'est peu probable. C'est un groupe qui, dans les années 2000, était très apprécié des jeunes. D'ailleurs, le médecin a estimé son âge entre 16 et 21 ans. C'est donc là une jeune majeure ou peut-être une adolescente. Donc, elle serait à peu près née aux alentours de l'année 80, peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. Ses origines sont inconnues. Le médecin a indiqué qu'elle était peut-être multiraciale. Donc, c'est peut-être là une personne métisse, à savoir qui est issue de l'union de 2 personnes de couleur de peau différentes, du moins d'après la définition que j'ai trouvée sur Google. Et je vous montre dès à présent le composite qui a été effectué, mais sachez qu'au moment de la découverte de son corps, il n'existait aucun composite. Celui-là sera réalisé bien des années plus tard. Donc voici ce à quoi elle aurait pu ressembler, et je dis bien aurait, puisque l'état de son corps rend la tâche ardue. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait. Du moins, ce sont les seules informations trouvables sur Internet. Ce qui est assez peu, en principe. On a une idée de la taille de la victime, de son poids ou encore de la couleur de ses cheveux. Mais l'affaire étant ancienne et n'ayant bénéficié que de peu de visibilité à l'époque, impossible de trouver aujourd'hui plus d'informations. Sa mort est passée inaperçue. Rappelons qu'elle a été trouvée à Manhattan. C'est une grande ville qui grouille de monde. Alors malheureusement, le travail des enquêteurs n'ayant rien donné, l'affaire est rapidement devenue un cold case. La vie de cette inconnue se résume donc à un dossier posé sur une étagère parmi tant d'autres. Il n'y a pas, ne serait-ce que l'ombre d'un portrait robot d'effectué. À l'époque, la diffusion des photos de ses vêtements n'a pas non plus été effectuée. Il n'y a rien. Donc seul un miracle pourrait permettre d'offrir une sépulture décente à cette inconnue qui est enterrée en attendant dans le carré des indigents sans la présence de qui que ce soit. Et c'est terriblement seul, sans personne pour la pleurer ou pour lui rendre un dernier hommage, qu'elle sera inhumée. Et avouez que ça, c'est quand même très triste. Et comment en vouloir aux enquêteurs ? Ils font comme ils peuvent avec les moyens qu'on leur octroie. Généralement, dans ce genre de grande ville, une affaire en chasse une autre à la vitesse de l'éclair. Et ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi personne n'a l'air de s'inquiéter de sa disparition. Elle semble n'avoir ni famille, ni amis. Et aussi et surtout, est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre ou est-ce qu'elle a décidé d'en finir ? Puisque, rappelons-le, elle a été trouvée dans l'eau. Impossible de le savoir,
étant donné que le médecin a précisé que les causes de la mort sont inconnues, probablement à cause de l'état du corps. Seule certitude, elle n'a l'air de manquer à personne. Et pourtant, dans les années 2000, des efforts avaient été faits pour centraliser le fichier des personnes disparues aux États-Unis. À cette époque, les États communiquent mieux ensemble, beaucoup mieux que par le passé, quand il était encore très compliqué d'identifier des personnes très nomades. Plus vous vous étiez retrouvé loin de votre, disons, lieu d'habitation, et moins vous aviez de chances d'être identifié. Mais malgré un fichier national centralisé, il n'y a aucune correspondance. Et les années vont passer, les décennies même. Jane Doe garde tout son mystère, mais les choses vont changer 23 ans après la découverte de son corps, lorsqu'en 2023, le fameux Centre national des enfants disparus, le NCMEC, décide de rouvrir l'affaire. Et oui, souvenez-vous, la victime est potentiellement mineure. Et le Centre national des enfants disparus prend les choses très au sérieux. Pour maximiser les chances d'identification, le corps est exhumé et un portrait robot est effectué. C'est la première fois qu'on peut mettre un visage sur cet inconnu qui aurait eu une quarantaine d'années. Et première surprise, non, elle n'est pas métisse, elle est caucasienne. À des traits d'ailleurs je trouve plutôt harmonieux avec des cheveux qui ont l'air châtains. Mais ce n'est pas tout. Son ADN est aussi prélevé afin d'être rajouté à la base de données des personnes disparues. L'échantillon a également été envoyé à l'Institut Innovative Forensic Investigation, le IFI, pour que soient effectuées des recherches généalogiques génétiques. Vous savez, c'est quand on essaye de trouver des correspondances avec des personnes ayant fait ces tests commerciaux permettant d'en savoir plus sur leurs origines. Il existe des bases de données assez conséquentes, alors si un frère, un cousin ou autre a fait l'un de ces tests, il est possible de remonter jusqu'à la personne. Mais malheureusement, cela ne va rien donner. Il n'y a aucune correspondance. Et ça réduit terriblement les chances d'identifier notre Jane Doe. Mais les employés du IFI ne vont pas s'arrêter là. Ils décident de mener leur enquête. Munis d'une simple connexion Internet, ils vont aller de site spécialisé en site spécialisé à la recherche de la moindre information susceptible de les aider. Ils se disent que, comme personne n'a rouvert le dossier depuis 23 ans, peut-être qu'entre-temps, quelqu'un s'est manifesté via Internet pour signaler sa disparition. Et c'est un peu comme rechercher une aiguille dans une botte de foin, du moins à mes yeux. Et ça paraît même quasi impossible. Pour tout vous dire, je n'ai jamais entendu parler d'une affaire de Jane ou John Doe ayant été élucidée de cette manière. Que des proches se soient manifestés entre-temps, ça à la rigueur c'est tout à fait possible, mais que les employés du IFI tombent sur leur publication, ça relève du miracle. Ça reviendrait à lancer une bouteille à la mer. Alors, les employés vont longuement parcourir la toile, aller sur les sites spécialisés, mais ils vont faire chou blanc. Cependant, ils gardent espoir et décident de jeter un œil sur Facebook. Il existe des pages réservées aux familles qui recherchent leurs proches disparus. Mais il en existe tellement qu'encore une fois, c'est comme rechercher une aiguille dans une botte de foin. Et à force de parcourir toujours plus de pages, et alors que les uns et les autres n'y croient plus, une publication va attirer leur attention. Il s'agit d'une publication postée par deux sœurs qui sont à la recherche, justement, de leur sœur. Et les informations qu'elles indiquent, l'âge de leur sœur, sa description physique, etc., semblent correspondre. Alors, décision est prise de les contacter. Il s'agit de Linda et Veronica, dont le nom de jeune fille est Skolnitzky. Les deux sœurs fournissent les coordonnées de leur mère, une certaine Mary Lyon, afin qu'une comparaison ADN puisse être effectuée. Contactée, Mary Lyon accepte bien volontiers de fournir un échantillon ADN et devinez quoi, ça match. Bingo! L'IFI et ses valeureux employés ont réussi l'impossible, donner un nom et un visage à notre inconnue. Elle s'appelle Alexandria Isadora Skolnitzky, surnommée Alexa. Et la pauvre était âgée de seulement 19 ans lorsqu'elle est décédée. Elle était donc pile poil née en 1980. Quant à son histoire, elle est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous raconter la sienne. Elle est aussi triste que touchante. Alexa est le symbole, à mes yeux, de ces enfants dont les dés sont pipés dès la naissance, comme je vous le disais en introduction.
Ces enfants qui, dès tout petits, connaissent de terribles difficultés et qui sont les victimes, sans défense, de tout un système qui peut se révéler sans cœur. Et voilà pourquoi personne ne s'est inquiété de sa disparition. Et je tiens à vous prévenir qu'on ne sait malheureusement pas grand-chose sur Alexa. Alexa est la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. 4 petites filles qui ont grandi dans un foyer dysfonctionnel et qui ont donc été retirées à leur mère alors qu'Alexa n'était âgée que de 6 ans. Et je ne sais pas pourquoi elles ont été retirées à leur mère. Est-ce de la négligence? Est-ce que c'est dû au signalement d'un proche? Ce n'est indiqué nulle part et la famille d'Alexa est restée très discrète. Les 4 sœurs ont été dans un premier temps placées ensemble dans une famille d'accueil avant que ne soit prise la décision de les disperser dans des familles d'accueil différentes à travers le... Et j'ai trouvé ça triste. Je veux dire, ne pas pouvoir mettre 4 enfants dans une seule et même famille d'accueil. Vraiment, pourquoi pas? Mais pourquoi les disperser aussi loin les unes des autres? Bref, c'est seulement arrivé à l'âge adulte et sorti du système que les sœurs se sont cherchées les unes les autres. Les 3 grandes sœurs ont réussi à se retrouver, elles ont donc renoué contact et elles se sont mises ensemble à chercher Alexa, la petite dernière. Année après année, elles ont tout tenté, jusqu'à ce que ça paye enfin en 2023, quand l'IFI est tombée sur l'une de leurs publications. C'est ainsi qu'elles ont découvert que leur sœur est morte à l'âge de 19 ans, soit 1 an après qu'elle soit sortie du système, et que donc elle n'était plus prise en charge par les services sociaux. Lorsque la famille d'Alexa a appris la nouvelle, elle a été dévastée. Personne ne s'attendait à une fin aussi précoce et funeste. Seul réconfort, tous savent désormais le pourquoi du comment de ce long silence qui a tout de même duré 2 décennies. Véronica, la grande sœur d'Alexa, a déclaré « Si je pouvais dire une chose à Alexa aujourd'hui, ce sera à quel point je suis désolée de ne pas avoir pu nous garder tout ensemble. » Et si elle dit ça, c'est parce que ses grandes sœurs étaient beaucoup plus âgées. Elle se souvient d'Alexa comme d'une enfant brillante, pleine de vie et amusante, qui adorait les soirées dansantes et faire du vélo. Elle a dit « C'était une adorable petite fille avec un sourire magnifique et communicatif. Le simple fait d'être à ses côtés était une telle joie. L'esprit d'Alexa n'est peut-être plus qu'un souvenir partagé par ses sœurs maintenant, mais je veux que tout le monde sache à quel point elle était spéciale pour nous, à quel point elle comptait pour nous. » Et on ne sait que peu de choses quant à ce qui est arrivé à Alexa. Les dossiers de police suggèrent qu'Alexa vivait à New York à la fin de l'année 1999. Elle devait y être arrivée récemment puisque peu de temps avant, c'était 2 jours seulement avant son 19e anniversaire, en septembre 1999, elle avait été arrêtée dans l'État de l'Illinois pour avoir causé des dommages matériels. Et l'Illinois, c'est tout de même à 14 heures de route de New York. On ne connaît donc pas les motifs de son arrestation, exactement ce qu'il s'est passé, mais regardez sa photo, la photo de son arrestation. Enfin, j'ai vraiment rien contre les dreadlocks, mais elle paraît pas en santé. Vous voyez comme elle a changé. Alors qu'a-t-elle vécu au sein de cette famille d'accueil et quelles ont été ces dernières années? Ça, ce n'est indiqué nulle part, ni même où se situait sa famille d'accueil. Donc, était-elle dans l'Illinois ou ailleurs? Impossible de le savoir. Avait-elle encore des contacts avec ceux qui l'ont élevée tant d'années? Et le fait qu'on ait des photos d'elle alors qu'elle était adolescente, c'est bien que la famille d'accueil les a postées. Enfin, si tu as quelque chose à te reprocher, tu te fais tout petit. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont posté ces photos. Donc tout ça, c'est très mystérieux. Et je pense qu'il faudrait peut-être pas jeter la pierre à cette famille d'accueil sans qu'on ne sache le pourquoi du comment. Peut-être qu'Alexa s'est enfuie, peut-être qu'Alexa avait un caractère rebelle. Elle paraissait vouloir recommencer sa vie ailleurs en s'installant à New York. Y avait-elle des contacts? Y avait-elle ne serait-ce qu'un logement? Si personne ne l'a identifiée, peut-être que non, peut-être qu'elle était seule. Alors, on ne peut écarter la piste criminelle. Après tout, une adolescente livrée à elle-même dans une aussi grande ville, c'est une proie idéale. Et la dégradation de son corps dans l'eau a peut-être effacé les traces qui auraient prouvé l'homicide. Ou peut-être que seule, sans personne, sans argent, elle avait fait le choix d'en finir. Impossible de le savoir, même concernant cette fameuse arrestation pour dégradation matérielle.
elle n'est expliquée nulle part. La seule piste que j'ai trouvée concernant ces derniers instants sont des suggestions en commentaire, ça et là, sur les sites spécialisés. Certains ont remarqué qu'Alexa paraissait plus âgée qu'elle ne l'était et que c'était peut-être là à cause d'une ou plusieurs addictions. Et je me dis que désespérée, aussi jeune et perdue, sans attache ni rien, c'est une voie royale pour une âme en peine. Les addictions, ce n'est pas un automatisme, mais c'est une voie royale. En tout cas, une chose est sûre, Alexa avait des proches qui l'aimaient et qui l'ont cherchée. Et ils ont enfin pu mettre un nom sur sa tombe. Elle a désormais un visage et un nom, et vu l'état du corps au moment de sa découverte, je trouve que le portrait robot effectué, même si c'est pas le plus ressemblant du monde, est quand même assez bien fait. Dites-vous qu'Alexa ne devait plus avoir de visage au moment où elle a été retrouvée. Son nez, sa bouche, la forme de ses yeux, tout ça avait dû être gommé en restant autant de temps dans l'eau. Rappelons, entre 6 mois et 1 an. Voilà les amis, une fois n'est pas coutume, cette histoire est très très courte, mais c'était l'histoire d'Alexa, une fillette qui n'est pas venue au monde avec les mêmes chances que les autres. Et j'ai du mal avec la formule justement quand on veut, on peut, parce que c'est faux. Nous n'avons pas le même patrimoine génétique, déjà. Certains aussi feront l'objet de discrimination plus tard, alors que d'autres non. Et on ne peut que saluer tous les Alexa du monde qui, malgré les obstacles, une famille toxique, un placement, des abus, ceux qui sont livrés à eux-mêmes et lâchés par le système ou bien par leurs parents à un très jeune âge, 18 ans c'est quand même très jeune, c'est trop jeune pour être confrontés à la dureté et à la dangerosité de ce monde, et bien qui ont malgré tout réussi, j'ai envie de dire envers et contre tout, à s'en sortir. Je lis souvent des commentaires d'abonnés sous certaines de nos vidéos qui parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées eux-mêmes lorsqu'ils étaient enfants ou ados. Et cette vidéo est pour vous. Elle est également dédiée à ceux qui sont seuls, la solitude étant amplifiée lors des périodes de fête. Et là, on y arrive. N'oubliez jamais que votre meilleur ami, je vais enfoncer plein de portes ouvertes, je vous préviens, mais quand même, votre meilleur ami, c'est vous. La personne que vous devez aimer, chérir et protéger par-dessus tout, c'est vous. Et c'est rarement dans la joie et dans la bonne humeur qu'on assimile des leçons de vie, qu'on évolue. Ce qui ne nous tue pas, comme on dit, nous rend plus forts. Et comme disait Rocky Balboa, ce grand philosophe 2.0, le soleil et les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. Voilà les amis, voilà, je vous l'accorde. Encore une fois, il y a eu beaucoup de portes ouvertes, mais si ces paroles peuvent faire du bien à certains, ne serait-ce qu'à une personne, eh bien, j'aurais tout gagné. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'aurais aimé vous en dire plus sur Alexa, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'informations et je me suis dit que malgré tout, et c'est une histoire que j'ai écrite depuis un moment, mais je la trouvais trop courte, et je me suis dit qu'à l'approche des fêtes, peut-être que c'était le moment de la sortir. Voilà. Je vous dis à très vite les amis, et comme toujours, on n'hésite pas à se soutenir les uns les autres en commentaire. Certains savent trouver les mots pour panser les plaies. À bientôt les amis pour une autre triste histoire.